Dans cette vidéo, je vais faire la démonstration du TP numéro 6. J'ai pour cela ouvert ici 4 terminaux dans 4 serveurs différents, sur 4 machines différentes. Ici, le premier terminal, je me suis placé dans le répertoire serveur sur la machine PC DG02701. Et puis j'ai ouvert donc 3 autres terminaux sur PC DG272, 273 et 274 avec un shell dans le terminal, dans le répertoire client à chaque fois pour lancer les 3 clients. Le logiciel que j'utilise est Screen. Si vous voulez vous connecter à plusieurs machines en même temps à travers une seule session SSH, ça peut être pratique, d'autant que ça permet de récupérer des sessions détachées. Si vous regardez la page de manuel de Screen, vous verrez qu'il y a plein d'utilités à utiliser Screen. Je vais pas démontrer toutes ces possibilités, je vais juste l'utiliser là pendant le TP. Je vous laisse regarder par vous-même si vous voulez voir comment cela fonctionne. Donc ici, du côté serveur, avant de lancer le serveur, je voulais d'abord vous montrer que dans les fichiers que l'on a ici, on a des fichiers qui sont des liens. Faites bien attention à cela, il faut que vous ayez récupéré le TP5 complet pour faire ce TP, puisque vous voyez ici un serveur main envoi réception CPP et HPP sont en réalité des liens sur la version que vous aviez pour le TP05. Je vais copier le makefile et le mettre a priori dans l'archive que je vais vous fournir. Si vous récupérez les fichiers directement ici sur le système du l'IUT, faites attention aussi que le makefile sera aussi un lien. Donc il faut bien placer les fichiers au bon endroit, hein, pour pouvoir compiler et exécuter. Donc si vous avez des erreurs d'exécution ou de compilation parce que le makefile n'est pas bien placé ou qu'il n'y a pas le bon lien, vous avez à faire attention à ça et retrouver les bons liens et les remettre au bon endroit. Donc ici je me suis fait un petit répertoire démo qui est en fait pour vous le répertoire M4102C dans lequel d'habitude vous récupérez vos sujets de TP. Je vais donc lancer le serveur ici sur un numéro de port utilisateur, donc un numéro de port au-dessus de 1024. C'est la commande classique pour lancer le serveur, comme pour le TP5 précédent. Et vous voyez que ici le serveur attend sur IPv4 en ayant ouvert ce numéro de port qui est celui que j'ai passé. Et il attend un client. Donc on va pas le faire attendre, on va aller tout de suite sur la machine d'après et se connecter avec un client, donc en passant ici le nom de machine de notre serveur, hein, qui est sur 01, c'est pas la machine sur laquelle je suis pour ce client là, et le numéro de port. Et donc il va y avoir une résolution DNS pour trouver la bonne adresse IP, qui est l'adresse IP de PCDG 02701, sachant que nous, du côté client, on est sur l'adresse IP voisine, puisqu'on est sur la machine voisine. Le numéro de port client est un numéro de port qui a été pris dans les numéros de port libres du côté utilisateur, et on se connecte. Et on voit ici déjà dans les traces un premier échange au niveau du serveur et du client. Donc le serveur a bien reçu la connexion avec le numéro de port du client qui se connecte, et il envoie. Donc quand on met envoi de 0, c'est le serveur qui envoie, hein. Le 0 c'est le numéro du serveur, et il envoie vers 1 qui est le client le message qui dit que le client numéro 1 s'est connecté. Voilà. Et donc il met à jour le nombre de clients actuellement connectés et il démarre un thread qui va gérer les échanges avec le client numéro 1. Donc du côté serveur, il y a un nouveau thread ici qui va gérer explicitement le client numéro 1. Du côté client, on reçoit son numéro de client et un message ensuite qui dit que le client 1 s'est connecté. Donc là vous voyez que l'invite de commande est dupliqué après la réception du message. Si on est en train de taper un message, quand on reçoit un autre message, vous allez voir ce que ça fait. Je ferai la démonstration quand il y aura plusieurs clients de connectés. Je vais passer au deuxième client, donc sur une autre machine encore. Je connecte. Ici, on reçoit à nouveau un message au niveau du serveur de connexion et on envoie aux deux clients connectés. Donc là, il y a une boucle pour parcourir la liste des clients connectés. Le fait que le client numéro 2 vient de se connecter. Donc
maintenant il y a deux clients. On peut voir en fait la taille de la map, c'est la taille de la map qui permet d'avoir cette information-là. Et on va commencer un thread pour gérer le client numéro 2. Vous voyez que le thread ID n'est pas le même. Ce n'est pas le même thread qui gère le client 1 et le client 2. Et donc le client 1 voit que le client 2 s'est connecté et le client 2 a l'information que le serveur a bien reçu sa connexion et lui a donné le numéro 2. Je vais continuer. Un troisième client. Donc je démarre le troisième client et à nouveau donc on a la résolution DNS, la connexion avec un numéro de port côté client, le message avec le numéro et ici le broadcast à tous les clients connectés de la part du serveur pour dire que le client vient de se connecter. Donc les nouveaux messages liés à la connexion du troisième client sont là du côté serveur, donc on voit connexion, message à tout le monde, nombre de clients et le démarrage du thread pour le troisième client. On peut maintenant avoir le fonctionnement classique d'un système de chat, c'est-à-dire que le client 3 va dire un petit message, et ce petit message donc est envoyé par le client vers le serveur reçoit cette chaîne ici de caractères, et ce message va être renvoyé par le serveur à chaque client. Donc on va parcourir tous les clients qui ne sont pas celui qui vient d'émettre pour envoyer le message. Et donc on voit dans les autres clients le message, le client numéro 3 a dit quelque chose. Voilà. Et si on voulait faire un message et que l'on est interrompu dans la rédaction du message, on va voir ce que cela donne. Donc j'ai tapé un début de message ici dans le client 3 que je n'ai pas encore envoyé. Le client 1 va dire un message en même temps et on voit ici donc que l'écriture du message est interrompue. On passe à la ligne pour avoir l'affichage du message de celui qui a écrit et on revient à l'invite de commande. On a le message ici qui est reçu et ici on a à nouveau le message qui est reçu et qui est réémis à tout le monde. Et je vais vous montrer en fait ici ce qui se passe avec le message interrompu. Vous voyez que le retour, en fait, il n'y a même pas de caractère inséré entre ce qui était tapé là et là. J'ai oublié de taper l'espace après le message et avant interrompu, et du coup le message qui a été envoyé c'est message interrompu en un seul mot. Vous voyez ici. Donc l'affichage n'a pas du tout interrompu la saisie au clavier. La saisie au clavier se poursuit et se fait en un seul bloc quand on appuie sur la touche entrée en fait. Et donc vous avez cette chaîne complète qui a été envoyée à tout le monde. Je vais maintenant arrêter un des clients. Donc c'est le client 2 qui va s'arrêter. D'abord je dis au revoir pour être poli et puis ensuite je vais fermer avec CTRL D le flux d'entrée au clavier. Donc CTRL D ça ferme le flux d'entrée au clavier, c'est un signal end of file. Et donc ici vous voyez que vous avez un message fermeture demandée par l'utilisateur, fin du programme. Évidemment comme tous les messages en français c'est un message que l'on a écrit nous dans le code. On a en fait interrompu le thread de lecture au clavier sur ce end of file et du coup le thread a terminé le programme et a interrompu le thread principal. Donc le programme s'est arrêté. Au niveau du serveur, on voit ici qu'il y a une exception. Donc là, il y avait le message que j'ai mis pour clarifier à quel moment se passait la fin du client 2. Donc on voit ici une exception sur le thread qui gérait le client 2, qui est en fait une end of file, c'est la communication TCP qui est interrompue. Et donc le client 2 est déconnecté à partir de ce moment-là. On affiche ici les informations, le endpoint qui correspondait à cette communication, sachant que la communication est finie, et on va supprimer le client 2 de la map pour l'enlever. Et ensuite, quand le serveur va parcourir la map pour envoyer un message, vous voyez que le client 2 n'apparaît plus ici, dans cette boucle de parcours de tous les clients. Et il envoie le message déconnexion du client numéro 2. Il ne reste plus que 2 clients, c'est la taille de la map nouvelle, et le thread qui était associé au client numéro 2 est terminé. Voilà. Donc ici on est dans le shell, le programme est terminé, on a bien reçu dans les autres
client l'information que le client est déconnecté. La dernière chose à faire, c'est de voir ce qui se passe quand le serveur se termine ou quand le réseau est en panne et que les communications TCP sont interrompues. Donc je vais faire un CTRL-C dans le shell du serveur pour arrêter le serveur. Donc là je fais un CTRL-C, le serveur s'arrête brutalement puisque c'est un signal de fin de processus. Et on voit ici, dans le client numéro 1 par exemple, qu'il y a eu une exception, comme celle que l'on avait du côté du serveur quand le client avait interrompu la communication. Du côté du client, on va avoir cette exception pour dire que la communication réseau est interrompue dans le thread qui essaie de lire sur le socket d'échange, et du coup il va afficher le message que la communication au serveur est perdue. Donc on a bien récupéré l'exception et on l'a bien traité correctement, et donc on fait la fin du programme et on revient sur l'invite de commande. Voilà pour la démonstration au niveau du shell.